Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film, non. Je vais vous parler d'une série, d'une suite de séries que j'ai baptisé The Defenders, puisque la série qui réunit tous les personnages s'appelle The Defenders. Je vais donc vous parler de du fameux projet Marvel Netflix, qui a donc réuni les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, et qui ont enfin réuni tous les personnages dans la série The Defenders. C'est donc une série Netflix, comme je le disais, un énorme projet mené par Marvel. Netflix qui se lançait ou qui était encore sur la menée de sa lancée, qui voulait donc encore créer d'énormes événements télévisuels. Et Marvel, donc, qui cherchait visiblement à faire décoller ses séries depuis un moment, à cause des succès un peu mous de séries comme Agent of Shield, par exemple, qui a 6 saisons, effectivement, mais qui a eu des audiences qui ont constamment baissé. Et l'investissement financier a été aussi parallèlement de moins en moins fort dans la série. Donc ça explique un peu que Marvel voulait créer autre chose. Alors pour la petite parenthèse, c'est une série que j'ai pas regardée. Pas forcément parce que je la trouve mauvaise, même si j'ai pas vraiment été emballé. Mais c'est plutôt que j'arrive plus à me regarder des séries feuilletonesques en quelque sorte. Les saisons en 24 épisodes, où il y a grosso modo 16 épisodes filler, j'y arrive plus. Franchement, c'est trop long, j'ai pas le temps, ça m'épuise au bout d'un moment de voir des épisodes filler les uns derrière les autres. J'ai plus réussi à accrocher ce genre de série depuis grosso modo Battlestar Galactica. Et encore, c'est peut-être pas un très bon exemple, puisque au final, ils ont fait une seule saison vraiment de 24 épisodes qui a pas foiré, mais qui a été mal reçu par le public, et ils sont retournés à des formats finalement pour la dernière saison de 2 fois 13 épisodes, et en fait c'était vraiment 2 saisons séparées en fait. Ah oui, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est plutôt The Good Wife. J'avais trouvé très bien, que j'ai maté jusqu'à la 3e saison. Et après j'ai un peu lâché, parce que voilà, 24 épisodes par saison, c'est trop long, et même, enfin pour moi, et pourtant je trouve The Good Wife vraiment très bien, hein, donc un jour peut-être que je materai tout, mais vraiment j'ai du mal. Ce que je reproche grosso modo, pourquoi je dis ça, c'est parce que les séries feuilletons, pour moi, elles ont pas de quoi faire en général 24 épisodes. Il y a des séries qui ont essayé de biaiser le truc, comme 24 et autres, séries auxquelles j'ai pas forcément accroché, même si j'ai vu la saison 1 qui était correcte. Mais on sent quand même au bout d'un moment qu'ils ont pas la matière pour faire 24 épisodes. Du coup, on se retrouve en moyenne avec une bonne quinzaine d'épisodes qui si on aime l'univers, on va remater, mais grosso modo, c'est des univers qui par définition sont immobiles et qui ont, je pense, des qualités. Moi, il y a plein de séries comme ça que j'ai regardées, où je peux regarder tout à fait avec plaisir. À l'époque, je matais un peu NCIS, ou je sais pas, qu'est-ce que j'ai d'autre en tête de séries comme ça feuilletonesques. Doctor House, par exemple, j'ai aussi maté, donc il n'y a pas de problème. Si l'univers me branche, je peux me taper un paquet d'épisodes, même dans un univers qui bouge, mais alors très 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 lentement. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment un type de série qui est voué pour moi à être inintéressant très vite, parce que voilà, tu peux pas me gaver d'une grosse partie d'épisodes dont l'objectif est simplement de continuer de stagner l'univers, ou à faire très très peu développer les personnages de manière significative. Alors c'est une autre forme de suspense, mais moi personnellement j'adhère plus. Et pourtant je parlais de Doctor House, je trouve que c'est une excellente série, c'est vraiment pas une série que je trouvais chiante à suivre, même avec 24 épisodes. Mais il fallait aimer le principe de base d'avoir un cas par épisode, et puis des fois ça réglait rien du tout pour les personnages principaux, et on se retrouvait au point de départ après 12 épisodes de suite. Bon, c'est un petit peu la limite de ce système-là, mais bon, moi perso, j'y arrive plus. Donc forcément ça explique que Agent of Shield, j'ai un peu lâché vite, et que j'ai pas essayé franchement d'y retourner. Alors, petit bémol dans ce que je dis, Marvel a sorti la série Agent Carter, une mini-série qui était pas mal, honnêtement, qui a eu un petit peu succès critique, qui était pas mal. Ils ont confirmé qu'ils allaient faire une 2e saison, mais bon, ça n'a pas été un carton non plus. Donc, le projet The Defenders arrive vraiment pour essayer de booster ça, et pour essayer de faire rentrer Marvel, on va dire, dans les séries vraiment high level, aller chercher les Breaking Bad, les Game of Thrones et Walking Dead et tout ça, pour essayer de taper dans ce terrain-là, donc faire des séries un peu plus hardcore, avec des formats plus courts de 13 épisodes, et essayer de pousser vraiment la matière scénaristique de très grande qualité, qu'on trouve dans les bandes dessinées, les graphic novels de Marvel, entre autres.
dans la BD, on va dire, de style américain dans le comics. Et du coup, c'est Drew Goddard, le réalisateur, notamment le créateur de l'excellent film La cabane au fond des bois, que je conseille de voir, ou La cabane dans les bois, je sais plus, c'est rien, mais qui est vachement bien, que je vous conseille de voir. C'est notamment le gars qui a scénarisé le très très bien Seul sur Mars de Ridley Scott, mais par contre aussi le beaucoup moins bien World War Z de Mark Forster, qui a été un cauchemar scénaristique, donc je sais pas comment il allait se commettre là-dedans, qui est un film beaucoup plus discutable. Enfin bref, c'était pour vous donner un petit peu le pédigré du gars, c'est un gars plutôt doué. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Drew Goddard avait proposé à Marvel Daredevil comme un reboot. Il voulait faire un film au départ, mais son écriture était tellement violente que Marvel l'a vite détrompé. Je crois que c'était peu de temps avant la création du Marvel Cinematic Universe, en 2003-2004. Il était arrivé avec ce projet, ils avaient aimé le scénario, mais il lui avait dit clairement que c'était pas l'orientation qu'ils voulaient donner à leurs super-héros. En fait, je pense qu'ils le savaient pas forcément, mais il y avait déjà le Marvel Cinematic Universe qui était en route, et les films de super-héros, à partir des Avengers, ça a été clairement orienté vers un public, on va dire, familial. Je veux dire, si je dois faire une comparaison pour expliquer ce que je veux dire, si vous avez vu Watchmen, et que vous le comparez à Avengers, voilà quoi, il y a clairement un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, beaucoup plus direct, beaucoup plus frontal et adulte que dans Avengers, quoi, même si ça reste vraisemblable émotionnellement Avengers, mais c'est très très familial. Je ferai un tout petit bémol parce que j'ai vu les Gardiens de la Galaxie dernièrement, les Gardiens de la Galaxie 2, et là par contre j'ai trouvé des moments particulièrement dark et sadiques, qui étaient assez réussis, je trouve, et qui font un peu... qui rajoutent ce petit sel, à mon avis, qui manque parfois un petit peu dans les films Avengers, mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est juste pour dire, mis à part ce film-là, en général, c'est très, très familial, quoi, comme film. C'est ça. Ils arrivent pour l'instant à trouver le dosage, même si certains sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus sérieux, comme par exemple Captain America Civil War. Mais globalement, ça reste des films d'orientation familiale. Les films de super-héros. Alors bien sûr, on a eu là, je me suis un peu bloqué sur la série Avengers, mais je parle vraiment des films à partir des débuts des années 2000. On a eu quelques ovnis comme Kick-Ass, qui ont été des films hardcore, très adultes, parce que tout simplement hardcore, ou très adolescents plutôt, voire des films comme Super, je vous renvoie à mon analyse dans un épisode d'après le film. Mais en fait, dernièrement, il n'y a plus vraiment de films de super-héros réellement violents, voire déprimés, quoi. DC a essayé un truc avec Batman vs Superman, mais au final l'univers de DC est très bancal. Batman vs Superman, c'est un film catastrophe qui est paradoxalement peu frontal. La mort est un peu gadget. Pour exprimer ça, je pense qu'on peut faire la différence entre Watchmen, qui est aussi un film catastrophe avec des super-héros, où la catastrophe est particulièrement violente et je trouve qu'elle est très viscérale, on la ressent, il y a quelque chose vraiment d'horrible. Et dans Batman vs Superman, il y a de la destruction d'ampleur, mais je trouve qu'elle n'est jamais ressentie. C'est un peu un jouet spectaculaire. C'était déjà un petit peu le cas dans Man of Steel. Il l'assume un peu plus dans Batman vs Superman, notamment au début, notamment avec les motivations de Batman. À s'en prendre à Superman et à considérer que Superman est dangereux, mais sur la partie finale, c'est assez exceptionnel. Il y a un niveau de destruction qui est dingue. Et l'absence de victimes humaines ou de l'absence de conséquences humaines assez clairement montré, enlève beaucoup de tension et de gravité à ce qui se passe paradoxalement. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire, on est plutôt dans un univers familial, concernant un public familial qui est visé par rapport aux films de super-héros. Et donc, Marvel choisit Netflix vraiment en faisant un choix très fort, c'est d'orienter ces super-héros-là vers un univers plus violent et plus sombre. Déjà, c'est clair que c'est moins risqué de tenter ça à la télé, parce que c'est moins cher à produire. Et la violence, c'est devenu par contre un running gag des séries télé à succès. C'est pas comme si qu'ils surfaient pas sur un truc qui fonctionnait très bien. Je le citais avant, Walking Dead, Game of Thrones, American Horror Story, etc. Il y a de plus en plus de séries ultra violentes qui ont énormément de succès. Personnellement, pour faire une petite parenthèse encore, j'apprécie du coup pas mal les séries qui pourraient faire de la surenchère de violence, mais qui proposent autre chose en étant clairement hardcore. Dernièrement, j'ai vu American Gods par exemple,
qui est pas si violente que ça, mais qui sait placer sa violence au bon moment, je trouve. Ou même Breaking Bad, hein, qui dosait vraiment très 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 bien. Je trouve que c'est vraiment un dosage parfait pour que la violence soit éclate et soit viscérale et dérange vraiment. J'aime beaucoup quand elle est utilisée comme ça, et dans Breaking Bad c'était absolument parfait, je trouve. Je trouve que par contre dans des séries comme Walking Dead ou même Game of Thrones, par moments ça devient un peu un gummy qui tape à l'œil. C'est des séries que je suis avec plaisir, il n'y a pas de problème, mais les séquences viscérales, la saison 7 de Walking Dead, rien que le premier épisode, c'est un truc de fou. J'ai rarement eu un épisode qui m'a mis aussi mal à l'aise, quoi. C'était génial. Vraiment très très réussi. Mais aussi par moments c'est un peu plus, je sais pas, un peu... Je sais pas, c'est comme si il fallait qu'il y ait pas forcément des personnages qui meurent, mais des morts assez violentes. Enfin, je sais pas, j'adhère pas forcément. Et dans Game of Thrones aussi, j'ai senti un certain sadisme par moments que je trouvais plutôt gratuit. Même si ça a tendance à se calmer avec les dernières saisons et que forcément on commence la série est bientôt finie, on commence à boucler la boucle, donc il s'agissait de résoudre quand même certaines choses positivement. Et là en plus je prends des séries dans le matériau de base, hein, que ce soit la BD pour Walking Dead ou le roman pour Game of Thrones, ont des bases très solides. Mais par exemple, American Horror Story est une série qui est un bon exemple de ça, qui est toujours à la frontière du kitsch putassier, donc d'exagérer gratuitement ses effets de gore et ainsi de suite. Mais par saison, quand ils trouvent le bon équilibre, ça tue. Par exemple, la saison 1 pour moi d'American Horror Story, c'est vraiment putassier, j'ai pas adhéré, quoi. Mais la saison 2, elle m'a scié, quoi. Elle part de manière complètement kitsch, et tout se résout de manière très intelligente, ça devient très sensible, et la saison m'a grillé, et puis la saison 3 aussi, la saison 4, enfin vraiment plusieurs saisons, le Freak Show, même The Covenant m'a beaucoup plu, la saison avec les sorcières d'American Horror Story, je trouve qu'elle était très bien gérée. J'ai beaucoup plus de réserves sur les 2 dernières saisons, mais ça éventuellement j'en parlerai à l'occasion d'une autre fois, mais c'est pour dire, c'est une série qui exemplifie bien à quel point c'est difficile de trouver le bon équilibre. Par saison ils y arrivent. Bref, Marvel a donc surfé sur cette vague de la violence télé pour prendre un risque d'écriture, mais au final c'était pas vraiment un risque financier aussi grand que ça, puisqu'il savait qu'il y aurait un public derrière la violence télé, mais malgré tout il faut noter que c'était ambitieux. Parce qu'avec Daredevil, il lançait le projet The Defenders, donc plusieurs séries qui finiraient par se fondre en une seule. Et ça, en termes d'écriture, c'est assez passionnant. Bon, et bien sûr, et au niveau commercial, hein, parce que si il y a un crescendo possible d'audimat, si chaque personnage fonctionne, si la série 1 marche, la série 2 marche, la série 3 marche, vous imaginez, ça, il y a quelque chose d'exponentiel de possible. Donc c'est bien sûr commercialement ça les faisait un peu bander tout ça, si vous me permettez l'expression. Mais au niveau d'écriture c'était quand même assez génial. Parce que comment faire hein, pour créer des personnalités dans chaque série et aussi faire en sorte que ces personnalités se retrouvent finalement dans la série canon de The Defenders et existent, quoi, vraiment de la matière. Et c'est dur, c'est pas facile du tout à faire. C'est déjà difficile à faire en plusieurs films, hein, si vous prenez le Marvel Cinematic Universe. Alors je vous laisse imaginer des séries de 13 épisodes, ça veut dire grosso modo des séries qui ont chacune 13 heures au total pour faire vivre leur univers, leurs personnages et tout. Une fois qu'on les réunit tous dans une série, c'est très très dur. Je pense que mon impression c'est que la durée ajoute forcément une forme d'éloignement entre les différents univers. C'est pour ça que c'est très difficile d'ensuite concentrer ça et de faire une sorte d'unité, quoi. Et donc, est-ce que ça fonctionne au final ? Eh ben, on va y aller série par série. Daredevil. Donc la série a été créée par Drew Goddard, qui devait au départ être le showrunner de la série, c'est-à-dire le créateur artistique. Mais au final, c'est Stephen S. DeKnight, notamment, qui a été connu pour être le créateur de la série Spartacus, qui a été vraiment le showrunner et le scénariste de la saison 1. Drew Goddard devenant le showrunner de toute la série de Defenders et donc cherchant à créer la coordination globale. Donc je reviendrai sur lui probablement sur la série de Defenders à la toute fin de cette review. Et il faut dire que dans Daredevil on retrouve vraiment beaucoup d'éléments de la série Spartacus. On retrouve des éléments, notamment les scènes de combat récurrentes comme leitmotiv, qui sont vraiment le leitmotiv de la saison 1. Un énorme travail sur l'esthétique des corps, de facto. Mais aussi, surtout, beaucoup de place laissée au méchant et à son histoire personnelle. Des choses qui étaient déjà très présentes dans la série Spartacus, notamment, vous voyez,
Vous connaissez l'histoire de Spartacus qui a été dans un ludus, donc un lieu où on réunit tous les gladiateurs, ainsi de suite. Et la série laissait vraiment beaucoup de place à l'histoire du propriétaire du ludus, donc un Romain qui s'appelle Batiatus. Et ça revient très régulièrement, les intrigues autour de comment il veut faire pour que son ludus devienne très grand, machin, ainsi de suite, de ses inspirations personnelles par rapport à son père et tout. Et c'était vraiment une très grande place dans la narration. Alors dans Spartacus, c'était parfois un peu lourd parce que le casting et l'écriture étaient parfois un peu faibles. Je ferai probablement une review sur Spartacus, je vais pas m'étaler là-dedans. Et en fait, à l'inverse, dans Daredevil, le casting est de très grande qualité et l'écriture suit, je trouve. Du coup, je vais commencer par le casting parce que je trouve que ça parle bien de la série. Dans le rôle de Matt Murdock, c'est-à-dire Daredevil, on a donc Charlie Cox, que je vous conseille de découvrir, notamment dans la série Boardwalk Empire, où il a un rôle secondaire plutôt classe et il joue super bien. Il est excellent dans ce rôle. Je vous spoil rien, je vous conseille de le découvrir. Alors, de mon point de vue, Daredevil, c'est son grand rôle. Il sonne juste tout le temps, c'est vraiment bluffant. Il magnifie vraiment tous les aspects du personnage, sa brutalité, sa fausse faiblesse, voir son côté prétentieux face à ses amis, ses pertes de contrôle, ses atermoiements moraux, quand il va voir le prêtre et tout ça. Enfin, Charlie Cox, il est brillant et il prend beaucoup de séquences de la série, je trouve, à lui seul. Parce qu'en fait, en face de lui, chez les entre guillemets gentils de la série, c'est un casting de série télé. C'est pas, et aux États-Unis, c'est positif de dire ça dans ma bouche. C'est vraiment, en général, les castings de série télé, je les trouve très solides. C'est rare les séries télé. On sent tout de suite dans les séries télé quand c'est un peu plus faible. Je parlais de Agent of Shield avant. On le sent, le côté acteur de série télé, de série B. Là, c'est pas le cas. Les acteurs qui jouent Foggy Nelson et Karen Page, donc Deborah Ann Woll et Eldon Henson, à l'inverse, ils sont bons, voire très bons. Mais c'est surtout avec Charlie Cox, et grâce à Charlie Cox, je trouve. C'est même impressionnant dans la saison 1, comme les scènes qu'ils ont, donc Deborah Ann Woll et Eldon Henson ensemble, sans Charlie Cox, fonctionnent vraiment, je trouve, un degré moins. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais la direction d'acteur de Deborah Ann Woll est un peu absurde. D'ailleurs, l'écriture de son personnage est un peu absurde. C'est une femme intelligente, forte, qui au départ est traumatisée, puis qui revient comme ça, avec une sorte d'énergie, de rage comme ça. Elle est vraiment maligne avec une part sombre. Mais dans la série, il n'y a aucune finesse, quoi. Elle est en ébullition, beaucoup trop vite et trop intensément pour Matt Murdock, mais tout de suite, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ça manque vraiment de finesse. Et je trouve que ça pénalise pas mal le personnage dans la série. C'est la première fois que j'avais regardé, j'avais pas eu cette impression-là, mais quand je l'ai rematé pour cette review, j'étais vraiment surpris. Je me disais, mais c'est fou, quoi. Il n'y a aucune finesse, quoi. Dès qu'elle le voit, elle en peut plus, quoi. Il y a des plans sur elle où elle tremble limite, elle le regarde, genre, elle a les pupilles dilatées, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc même si le parcours du personnage dans la saison est très bon, sur ce point-là, je trouve que c'est quand même assez grossier, quoi. Et du coup, ça diminue pas mal sa performance, je trouve. Malheureusement. Sinon, pour la reste du casting, on est sur un casting de série télé de grande qualité avec Vandy Curtis Hall ou encore Jeffrey Cantor, qui sont excellents dans les rôles des journalistes Ben Urich et de son chef Mitchell Ellison. Ils sont vraiment très bons. Ils donnent vraiment beaucoup de crédibilité et de vraisemblance à leur travail de journalisme. Et leurs contradictions notamment, je trouve, sont particulièrement vraisemblables et crédibles. On a Rosario Dawson ici qui est parfaite dans le rôle de Claire Temple, une infirmière qui finit par être Daredevil. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, et je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas une meilleure carrière au cinéma, Rosario Dawson. Je trouve qu'elle est au-dessus de ce casting-là. Elle survole un peu, elle est vraiment très bien, elle est très, très vraisemblable. Et je dis ça, elle n'a pas besoin, comme dans les Sin City, de faire étalage de sa plastique pour que ça marche. C'est assez bluffant, c'est un personnage qui va faire la liaison entre les plusieurs séries notamment, et de The Defenders, et je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'elle est vraiment très bien. Je comprends pas pourquoi sa carrière cinéma bouge pas plus que ça. Je pense qu'elle en a le talent et la qualité, elle a vraiment progressé de film en film, cette femme. J'avais trouvé vraiment très bien déjà à l'époque dans le film Boulevard de la Mort, où je trouve qu'elle était
d'un meilleur niveau que les autres actrices, globalement. Et je comprends pas trop que c'est pas plus décollé pour elle. Bon, je me la parenthèse. On a aussi Scott Glenn qui joue le rôle de Stick, hein, l'entraîneur, le mentor de Matt, et qui évidemment est très bien, il n'y a pas de souci. Hein, c'est du Scott Glenn, hein, c'est pas un immense acteur, mais quand il joue, il est bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un acteur de... Là, on rentre dans la part du casting où vraiment ils ont mis de l'argent, quoi, parce que Scott Glenn, c'est classe de l'avoir, quoi. Par contre, dans les acteurs de séries télé, je ferais vraiment une mention spéciale à Toby Leonard Moore, qui joue le rôle de Wesley, l'homme de main de Wilson Fisk, de Kingpin, et il est vraiment excellent dans le rôle. Hein. C'est un homme de main dévoué comme ça, mais froid en affaires, avec les petites lunettes comme ça. Il est vraiment très bon, puisqu'il est aussi réellement humain et sensible face à son boss, quoi. Il y a vraiment un rapport entre eux qui marche très bien. Et en plus, c'est une très belle idée d'écriture qui est originale et qui est excellemment écrite et interprétée. On est vraiment loin des clichés, vous savez, de l'homme de main un peu interchangeable de film en film, qui se croit plus intelligent que son boss, qui invariablement le trahit, quoi. Ça finit par avoir aucun autre intérêt, ce genre de personnage, que de servir de chair à canon pour le héros, quoi, pour être une sorte de mini-boss ou vraiment des trucs comme ça à la con, pour faire avancer l'intrigue. Non, là vraiment l'écriture de Wesley et son histoire dans la saison fonctionne vraiment bien, en parallèle de Wilson Fisk. C'est rafraîchissant et c'est humain, et c'est une très 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 bonne idée, je trouve, de Steven S. Deney d'avoir écrit ce personnage comme ça. Ça donne beaucoup de corps à la série. Sans compter son truc de dire aux gens à qui il s'adresse de jamais dire le nom de Monsieur Fisk. Hein. Les gens doivent dire Monsieur. Ça vient de créer une sorte de stature de mystère autour du mec, et il le joue très très bien. Non, vraiment, Toby Leonard Moore, je l'ai pas vu dans d'autres séries, mais là, il m'a bien bluffé. Mais bien sûr, si je parle du casting, le coup de génie de ce casting, c'est bien sûr Vincent D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk. Hein. Vincent D'Onofrio, vous le connaissez bien sûr dans le rôle de l'engagé Baleine dans Full Metal Jacket, où il est formidable. Si vous n'avez pas vu Full Metal Jacket, évidemment, regardez Full Metal Jacket, c'est évident. C'est le meilleur Kubrick. Donc voilà, non, je déconne. C'est le film que moi je préfère, mais je sais bien que c'est pas le meilleur. Mais j'aime énormément ce film. Il a aussi été très bon dans une partie de la série policière. Je sais plus comment ça s'appelle. Un truc sur une police de New York. Merde, c'est très connu en plus, mais ça me revient pas. Où il a joué aussi pas mal. Je crois qu'il a fait 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Et son rôle était très bien aussi. Il était très bon dedans, très cérébral comme ça. Bon, bref. Acteur avec un type de jeu assez particulier, puisqu'il est très naturel. Mais du coup, je trouve qu'il a fait un gros effort pour l'interprétation de Wilson Fisk, puisque il le joue avec beaucoup de sobriété, et j'ai estimé qu'il exagérait rien. Le personnage est tellement bien écrit qu'il a préféré le jouer de manière vraiment très sobre. Je trouve que tout fonctionne. Son calme et ses coups de colère terribles sont justes. Le personnage est constamment vraisemblable. Mais comme en plus le personnage est très bien écrit, son passé, mais aussi ses relations à sa compagne, ou à son bras droit, aux autres membres de la pègre d'ailleurs, qu'il craint et respecte. On est vraiment loin des clichés du big boss trop puissant, tout crime. C'est bien vu de mettre en place ce truc de dire que tout criminel a besoin de collaborateurs, et bien sûr, c'est la même chose pour Wilson Fisk qui est extrêmement puissant déjà, mais qui a besoin d'alliés, quoi. Ça lui donne encore plus d'assises, de crédibilité, de vraisemblance, et ça donne à la série vraiment un souffle et des intrigues qui partent vraiment de points de départ très 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 intelligents. Non, vraiment, c'est un personnage parfaitement écrit, interprété, hein. Et ça fait de Daredevil une excellente série, je trouve, au-delà même d'être une série de super-héros. C'est une excellente série tout court. L'écriture, de toute façon, est souvent très juste. Les intrigues sont lisibles et font la part belle à l'urgence, notamment. Matt Murdock court sans arrêt de son rôle d'avocat à celui de Daredevil, et évidemment les deux rôles n'arrêtent pas de se télescoper, de s'empêcher de vivre l'un l'autre, et ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs le thème de la première saison, hein, la dualité constante entre Daredevil, le justicier et l'avocat Murdock. Il y a un soin de vraisemblance dans les réactions des personnages
notamment par rapport à ça, qui ajoute beaucoup de qualité à la série. Notamment les réactions de Foggy par rapport à la vie de Murdoch en tant que justicier. C'est l'inverse en quelque sorte de la plupart des séries de super-héros jusque-là qui facilitaient vraiment la présence du super-héros et les actes d'héroïsme par l'acceptation naïve. Une sorte de tant que justice est faite, quoi. Entre guillemets, ça suffit, quoi. On a vraiment ça dans toutes les séries. Là, pour exemplifier ça, j'ai vraiment en tête les vieilles séries, genre Le Rebelle, les séries de Stephen J. Cannell, l'agence Tourisme, ou je sais pas. Même des séries comme Highlander, hein, je caricature à peine, qui était... Enfin, c'est des séries de somme et de kitsch, hein. Si vous avez jamais vu ça, il faut regarder des bouts juste pour rigoler, quoi. Mais c'est pour dire, ils avaient un présupposé de base qui était... C'est une action héroïque, donc à un moment donné, les gens l'acceptent. Et évidemment, Daredevil, il va à l'encontre de ce truc, dire dans le bien est défendu, donc tout va bien. Vous voyez, le truc un peu lourdingue, un peu facile, qui correspond pas du tout à quelque chose de vraisemblable. Et justement, dans Daredevil, la position d'avocat de Murdoch est exploitée à fond. Elle est exploitée à fond parce qu'il y a la question de la justice parcourt toute la série. À tel point, et ça c'est vraiment bien vu, hein, c'est un ressort scénaristique classique, mais c'est bien vu que Fisk lui-même, donc le méchant, pense vraiment faire justice et faire quelque chose de bien. C'est excellemment écrit, c'est tout bête, mais ils ont choisi Daredevil et Wilson Fisk pour le faire, et c'était une très très bonne idée, parce que les deux personnages s'opposaient bien pour ça. Au niveau visuel, c'est très très bon. Il y a un travail notamment sur les contrastes de nuit pour découper les silhouettes, des belles images qui mettent en valeur le mouvement des corps, de Daredevil évidemment, mais aussi un travail dans la part sombre de la ville qui fonctionne vraiment bien. Il y a notamment un jeu sur les bleus froids de jour qui ajoute à une atmosphère de ville étouffée par le crime et les syndicats. On a vraiment la première saison, on a vraiment par moments la sensation que tout étouffe sans arrêt, les ruelles, les appartements, même dans les bureaux de police, on a l'impression que tout est claustrophobique, c'est assez réussi. Même la lumière du soleil, elle est étouffée par la poussière constamment, elle passe par les fenêtres. Je pense notamment au décor du bureau de Nelson et Murdoch, où on a donc le bureau d'avocat de Daredevil et de son collègue. On a des vitres blanches comme ça, avec une grosse lumière, et des faisceaux de lumière qui passent au travers, on voit la poussière voler. Ça donne beaucoup d'âme au lieu, avec je trouve peu d'effets, alors que c'est des lieux où il n'y a pas grand chose, puisque bien sûr ils sont très pauvres, ils n'arrêtent pas de prendre des cas désespérés, des trucs comme ça, sous prétexte que Murdoch veut défendre essentiellement la veuve et l'orphelin. Et Foggy n'arrête pas de lui rappeler qu'ils doivent faire aussi de l'argent, mais bon, du coup il cède sans arrêt à Murdoch. Du coup ça fonctionne assez bien comme ça, comme cadre, ça a beaucoup de personnalité. En plus c'est un lieu qui fait vraiment un contraste évident avec la solitude du penthouse de Fisk, hein, qui est lumineux mais froid. On a une vue comme ça sur des immeubles, il n'y a personne, quoi. Il y a ces belles scènes où on le voit se lever, se faire à manger tout seul, il y a une sorte de vide comme ça, qui est très bien foutu. Je mettrai, puisque je parle des décors, je ferai juste un léger bémol. Les décors de scènes de combat sont souvent pauvres. C'est souvent des entrepôts, des sous-sols, etc. Des vieux immeubles, bon voilà quoi. Donc c'est un peu pauvre. Bon. Alors le crime a lieu dans des lieux cachés, on est d'accord, mais ça donne une impression d'un peu carton, quoi, si on veut, quoi. Ça enlève un peu de vraisemblance, je pense, et c'est dommage, parce que c'est dans le genre, en exagérant, c'est un peu l'effet XOR, quoi. Vous savez, c'est les vieilles séries de Super Sentai où les mecs se mettent en... je sais pas, c'est les Power Rangers dans le genre, quoi. À chaque fois qu'ils se battent contre leurs monstres, ils ont une carrière, heureusement, hein, à disposition, pas loin, pour aller faire les foufous, quoi. Enfin, voilà, quoi, ça donne un côté, ça peut donner un petit côté un peu chief, et ça enlève de la vraisemblance, c'est dommage. D'ailleurs, en parlant de combat, je trouve qu'il y a un beau travail sur l'identité double vie de Daredevil, puisque il y a eu un très beau travail sur les combats dans cette série. Notamment, il y a une intelligence de gradation, puisque il y a beaucoup plus de corps à corps que on va dire, d'acrobatie ou de coups de pied retournés ou de trucs comme ça. Les chorégraphies sont souvent efficaces et filmées auprès du corps de Daredevil, on est rarement loin. Je trouve que c'est un beau travail de sensation de ce qu'est la vie de Daredevil, parce que c'est une vie dure. Il y a quelque chose du vocabulaire dans l'engagement pour la justice qui coûte cher, quoi. On est proche du corps de Daredevil, et Daredevil il s'en prend mais plein la gueule, mais c'est un truc de fou, quoi. Et bien évidemment ça le rend encore plus héroïque et admirable et tout, mais ça lui donne surtout de la vraisemblance, quoi. Il y a un sens du danger que je trouve assez
réussi, même si on n'a pas peur pour lui, on se doute que Daredevil va passer. C'est une mais va bien, va bien, va bien, Alors du coup, après cette saison 1, qu'est-ce qu'il y avait à faire pour que ce soit mieux dans la saison 2 ? J'ai déjà un petit peu répondu à eux avant, mais oui, je parle tout de suite de la saison 2 de Daredevil. En fait, la série a été diffusée, il y a eu d'abord une saison de Daredevil, Jessica Jones, puis la saison 2 de Daredevil. Mais je vais parler de Daredevil d'un coup, comme ça on aura fait le tour, et puis je pourrai aller vers les autres séries plus tranquillement, parce qu'elles ont vraiment des identités différentes, et je pense que c'est une des qualités qui mérite qu'on puisse parler de chaque série l'une après l'autre. Donc qu'est-ce qu'il y avait bien à faire pour cette saison 2 ? Grosso modo, il y avait finalement dans la saison 2, il y a les mêmes défauts. Charlie Cox est toujours excellent et tire les autres vers le haut, clairement. Les autres sont très bons, hein. Notamment mention spéciale à Deborah Ann Woll, qui est très bien en traumatisé, qui est attiré par la justice expéditive. Je trouve que ça enrichit beaucoup son personnage, et son personnage gagne beaucoup en qualité dans cette saison-là. Notamment aussi dans le bémol que j'avais cité dans la saison 1, dans son rapport à Matt, qui devient plus complexe et beaucoup plus intéressant, notamment dans leurs différences dans le rapport à la justice. C'est vraiment très très bon. Malheureusement, il y a dans les chorégraphies de combat, il y a de plus en plus d'acrobatie. C'est dommage, parce que je pense que la série perd un peu son côté viscéral. Les combats de rue ont plus l'air aussi dangereux. Et ça faisait plus mal dans la première saison. Je trouve que c'était une de ses grandes qualités. J'ai en tête dans la saison 1 un plan séquence où on voit Daredevil se battre dans un couloir. Bon, bien sûr, la série utilise très intelligemment les cascadeurs et tout ça. Il se bat dans un couloir qu'on voit il doit aller vers une porte qui est au fond, en perspective, on est derrière Daredevil, et les mecs sortent des portes à gauche, à droite, et ils les tatanent tous, puis des fois ils rentrent dans les portes, puis ils ressortent. Donc il y a une bonne gestion comme ça. Mais ça faisait un plan séquence vraiment pas mal foutu du tout, assez viscéral, et en plus ça donnait beaucoup d'identité à la fatigue de Daredevil, puisque bien sûr plus le truc avance, plus il est épuisé, et je trouve ça aussi, c'était insister sur ce côté vraiment qu'il a des limites très visibles et très palpables, très réalistes. C'était vraiment une très bonne idée.
Et c'est déjà moins présent dans cette saison 2. Notamment avec, comme je disais, une proportion un peu plus grande aux acrobaties. Et je pense pas que ce soit une bonne idée parce que ça donne vraiment un côté mou parfois aux scènes de combat. Et c'est dommage parce que la série va beaucoup baser encore son identité là-dessus. Et dans The Defender, ça va être un problème qui va revenir plus tard. Je parlerai d'Iron Fist plus tard. Heureusement, malgré cette mollesse un petit peu dans les scènes de combat dues aux acrobaties, la série propose, donc je fais un tout petit spoiler, l'arrivée du Punisher. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Punisher, c'est un anti-héros de l'univers Marvel, puisque je vous la fais la version courte, je connais pas assez l'histoire du personnage, mais c'est la justice armée made in America, quoi. Là, NRA, tous les criminels on les passe à la sulfateuse, c'est aussi simple que ça le Punisher. Et il y a d'excellentes BD sur lui, je vous les conseille aussi si vous voulez, mais moi j'en ai pas forcément trop lu. J'ai pas spécialement adoré le personnage, il se trouve juste que j'avais vu le film à l'époque avec Dolph Lundgren et j'avais pas mal rigolé. Il y avait eu un film que je trouvais très sympa qui s'appelle Punisher Warzone, que je conseille moi. Oui, il est devenu un peu kitsch, mais il y a quand même des scènes assez dingues, qui était un des premiers films je trouve à donner vraiment de la violence dans les actes du Punisher. Je trouvais ça plutôt pas mal, même si c'est un film archi bancal avec de très très gros défauts. Il y avait vraiment de bonnes choses, les scènes d'action étaient bien foutues d'ailleurs. Lexi Alexander, une réalisatrice, je trouve qu'à cet endroit-là, sait faire le boulot. Mais alors là, dans la série, le Punisher, mais c'est juste fou, quoi. La série est juste excellente sur ce point. Les scènes où le Punisher fait justice, elles sont juste dingues. Il y a une violence qui tape, mais alors froidement, violemment, quoi. Il y a notamment un travail sur le bruit des armes qui sont très très forts comme ça, qui éclatent. C'est un effet simple, mais c'est une idée très forte de mise en scène. Pour donner la sécheresse, le côté sans pitié des actes du Punisher. Autre très bonne idée, c'est qu'on fait d'abord voir les massacres du Punisher avant même de montrer le Punisher. C'est tout court, mais c'est très efficace pour rendre le personnage terrifiant, dangereux, et puis questionner sa santé mentale aussi, évidemment. Le choix du casting de John Bernthal ou Berntal, je sais pas comment ça se dit, pour incarner le Punisher, et en ce sens très juste. Il le joue très bien. C'est un mec à la limite de la crise de nerfs, comme ça, toujours tendu, quoi. Type de rôle que Bernthal joue essentiellement, puisqu'il est un petit peu un acteur qui a un peu le vent en poupe à Hollywood pour jouer ce genre de personnage de gueule. Il était bien sûr le meilleur ami de Rick dans The Walking Dead, où il le jouait très très bien. Il joue un rôle très similaire dans le Wall Street. Il a fait un rôle quasi identique dans Baby Driver dernièrement, un film que je vous conseille de voir, qui est juste extraordinaire, de Edgar Wright. Voilà, donc c'est vraiment le genre de rôle qui s'est joué. Alors, perso, je trouve qu'il manque un peu de carrure et de charisme. Parce que le Punisher mis en scène comme ça, où on voit d'abord les actions, les massacres qu'il fait, puis ensuite il arrive doucement à l'image. Surtout mis en scène comme ça, ça aurait pu être un monstre, une sorte de boogeyman au départ, quoi, pour le rendre tout doucement humain. Alors ils ont essayé de faire ça, mais je trouve que Bernthal, il n'a pas la carrure de ça. Vous voyez, c'est un peu genre le Schwarzy dans le Terminator, quoi, ou même ce qu'arrive à faire parfois Tom Hardy, quoi, ce truc une sorte de violence brute comme ça, qui est incarné notamment avec du charisme, mais aussi quelque chose de massif, quoi. John Bernthal, il est costaud, mais il est petit, quoi. C'est un petit gars, il a une grosse tête aussi, donc je sais pas, ça enlève pas mal de ce côté monstrueux et mécanique un peu qu'on aurait pu avoir dans le Punisher. Une sorte de sens de peur inéluctable, vous voyez le genre, quoi. Ça me manque un petit peu, je trouve, quoi. Bon, après, c'est un tout petit bémol, parce que visiblement, la série n'a pas fait ce choix, et il l'humanise très très vite. Mais les quelques scènes où il poursuit en quelque sorte ses proies, elles auraient pu être carrément angoissantes, quoi. Je pense qu'il y avait eu cette donnée physique. Ici, elles sont très bien, mais je trouve qu'elles auraient pu être carrément excellentes, quoi. Bon, c'est un tout petit bémol, parce que l'idée d'avoir le Punisher qui est un peu comme les conséquences des actes de Daredevil dans la saison 1, puisque c'est le premier Vigilante en quelque sorte à frapper dans les rues américaines, dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, c'est une idée excellente, c'est une super idée. Les différents dialogues notamment entre Daredevil et Punisher sont très intéressants, traitent très bien des questions de justicier, de ce que c'est qu'un vigilante, comme ils disent.
Daredevil doit constamment se justifier, notamment auprès de ses amis, notamment pour se différencier du Punisher. C'est très intéressant et ça renvoie Daredevil à un doute réel de son action quand il voit les conséquences de son influence sur un mec comme le Punisher, quoi. Bah oui, pourquoi pas plus de justice expéditive, puisque Daredevil il le fait lui, tu vois, c'est un peu je caricature un peu, c'est un peu ce qu'on voyait un peu dans Batman aussi, The Dark Knight avec The Son of Batman qui reprenait le masque, ainsi de suite, et qui essayait de faire justice lui-même. Et d'ailleurs, ce qui est assez dingue, c'est que le Punisher est tellement réussi dans cette saison 2 que ce sont ces scènes à lui qui restent le plus à l'esprit et des spectateurs, de moi le premier, mais plein d'autres. Hein. Si tu vas sur YouTube et que tu tapes Daredevil saison 2, tu vas essentiellement tomber sur des recaps des séquences avec le Punisher, pas des recaps des séquences avec Daredevil ou même d'Elektra d'ailleurs. C'est vraiment, le Punisher a vraiment marqué. Il y a eu une idée de mise en scène et d'écriture qui a tellement bien fonctionné que, arrivé à un certain point, c'est les séquences avec lui qu'on veut revoir. Or, la série s'appelle Daredevil. Et justement, il y avait une deuxième grande arrivée d'un personnage mythique chez Marvel dans cette saison 2, c'est le personnage d'Elektra, personnage intimement lié à l'histoire de Daredevil. Et objectivement, sur le papier, l'idée elle est bonne. C'est le retour de l'ex-tentatrice. C'est très intéressant et ça permet de traiter la part un peu plus sombre de Daredevil, donc son plaisir notamment à tabasser les gens, quoi. Seulement, excusez-moi, je trouve qu'il y a un problème d'écriture. Parce que Elektra ne lui fait pas réellement franchir la limite. Et paradoxalement, avant, en parallèle de ça, Daredevil est plus tenté de franchir la limite grâce au Punisher que par Elektra. Donc il y a une sorte de contradiction un peu zarbi là. On donne finalement beaucoup plus d'influence dans les actes du Punisher sur les choix de Daredevil que ce que Elektra serait. Or, Elektra, ça devient... C'est son amante passionnée, c'est celle qui aurait dû du coup le pousser, quoi. C'est celle qui aurait dû amener Murdock à admettre que Daredevil, c'est pas seulement un déguisement, c'est lui, parce qu'il est maître Daredevil, mais elle n'arrive pas à le pousser au-delà de devenir un tueur, quoi, comme elle. Donc en fait, l'influence d'Elektra sur son objectif principal, elle est limitée. Et Daredevil, il est tenté par le Punisher de le faire. Vous voyez, c'est un peu zarbi, ça donne encore plus d'importance au Punisher finalement. C'est donc un peu bizarre, puisque finalement Elektra est plus un problème pour Matt à ce moment-là dans la série, parce qu'il a une copine, quoi. Mais je trouve que c'est évident émotionnellement que Matt aime être Daredevil. Donc il y a l'hésitation de Murdock en fait vis-à-vis de Elektra, elle est un peu bizarre parce qu'elle n'est pas crédible, ou alors elle n'est pas assez intense. Enfin, il y a un vrai problème d'écriture dans ce... Elektra n'a pas l'importance qu'on veut lui donner. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai, je trouve. Et du coup, ça handicape beaucoup la tension de la deuxième partie de saison où on se trouve face à Elektra. On a donc cette histoire d'amour passionné, rebelle, qui est bien faite, mais sans plus. Je veux dire, c'est pas trop romance, c'est pas un excellent Tony Scott que je vous conseille, ou c'est pas Tueur Né, par exemple, d'Oliver Stone. Il n'y a pas ce côté... on sent pas à un moment donné que ça peut basculer vers ce truc-là où Daredevil il peut devenir complètement extrême parce qu'il est en symbiose avec Elektra et qu'elle le pousse vers ce côté sombre. C'est trop obvious qu'il ira pas vers là et il y va pas en plus. Je spoile pas parce que c'est évident. Sans compter qu'en plus, c'est beaucoup joué ça dans les combats ensemble. Et encore une fois, les acrobaties enlèvent beaucoup d'organicité à ce rapport qui devait être, je pense, physique et ressenti par le spectateur en tant que rapport physique. Or, si les personnages font des pirouettes et des choses un peu invraisemblables, au bout d'un moment, ce contact au corps à corps, il est un peu faible. Et comme en plus les chorégraphies entre deux, je les trouve pas particulièrement phénoménales, ça rajoute encore un degré de mollesse un peu à leur relation. Bref, c'est un peu trop mou tout ça. Et il faut ajouter à ça la performance d'Elodie Young, qui joue donc le rôle de Elektra, qui a des traits de visage intéressants parce qu'elle est en quelque sorte orientale et mystérieuse. Ce qui colle plus de bien, je trouve, avec l'étrangeté qu'ils veulent donner au personnage d'Elektra. Mais comme la série est très transparente sur sa volonté et sa personnalité, la personnalité d'Elektra, Elodie Young, elle est pas très captivante, je trouve. Encore une fois, je trouve qu'elle joue bien, mais Charlie Cox, il est constamment un cran au-dessus.
Et je trouve que ça crée dans leur séquence ensemble un vrai déséquilibre. La relation prend pas vraiment. En comparaison, par exemple, le Punisher a peu de scènes émouvantes ou intimes, mais elles fonctionnent toutes. Je suis pas forcément fan de John Bernthal et de son jeu, mais là ça fonctionne. Les scènes où le Punisher notamment par exemple parle de sa famille, elles sont vraiment très bonnes quoi. Elles sont marquantes et en plus elles sont parfois très justes. Généralement j'ai une exemple en tête où à un moment donné le Punisher parle avec Karen Page et lui explique c'est quoi l'amour dur quoi. Mais c'est vachement bien, c'est vraisemblable à mort. Et je pense que c'est un petit peu Elodie Young en face, notamment parce qu'Electra est moins bien écrite, je trouve, ça souffre à donner autant de densité à son personnage. Mais je pense vraiment que c'est un problème d'écriture essentiellement. Et même si la fin du personnage est intéressante dans la série, c'était supposé aller assez loin, ça décolle pas vraiment. Et c'est encore plus vrai quand ça s'ajoute à ça, je trouve, maintenant que j'y repense, le rapport qui est vraiment tendu, qui se tend entre Matt Murdock et Nelson dans la saison 2, puisque Nelson finit par être au courant que Matt est Daredevil, et donc il n'est pas d'accord évidemment avec son action en tant qu'avocat. Les dialogues sont très bons entre eux, ça donne lieu à des remises en cause très fortes de Murdock sur Daredevil, et en plus Elden Henson gagne vraiment en prestance tout au long de la saison. Ils ont un rapport très fort avec Murdock, je trouve que ça marche très bien. Mais du coup, ça enlève encore de la qualité à l'intrigue entre Matt et Elektra. C'est encore plus faible en comparaison. Bilan de cette saison 2, c'est quand même une excellente saison. Rien que pour le Punisher, il faut voir la saison 2. Hein, c'est waouh. C'est la violence ressentie du justicier, c'est la limite de la justice qui est vraiment questionnée. C'est très 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 bien posé. Ça, par contre, je trouve que la saison est assez inattaquable là-dessus, quoi. L'évolution de tous les personnages est très bonne. Comme je disais, Karen Page évolue bien. Foggy aussi, évidemment Murdock. J'ai un bémol sur Elektra, mais comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce soit non plus horrible, mais c'est pas terrible par rapport au reste, c'est vraiment en dessous. Même Wilson Fisk qui apparaît peu, il a une séquence face à face avec Murdock, mais qui est excellent, quoi. Les rapports qu'il a en prison, mais c'est vraiment bien foutu, quoi. Je suis obligé de... Enfin, il faut que je modère un peu, parce que Elektra est pas raté, mais je trouve que son écriture et son casting n'ont pas concrétisé visiblement les ambitions de départ, qui étaient visiblement très grandes sur le personnage, et je sais pas pourquoi, mais c'est un peu pataugé, cette histoire. Je comprends pourquoi, il y a eu de la mollesse dans le casting, je sais pas pourquoi ils sont pas allés chercher, par exemple, une actrice avec un peu plus de gabarit que ça. Je sais pas, je vois pas exactement pourquoi finalement l'écriture elle est dans ce sens-là. Le bilan global sur les séries Daredevil, c'est de dire que même si vous n'aimez pas, vous voulez pas regarder toute la série The Defenders, ce que je peux tout à fait comprendre parce que ça fait beaucoup de séries à regarder, Daredevil c'est vachement bien. Que ce soit la saison 1 ou la saison 2, c'est vachement bien. Même si vous aimez pas les acrobaties et les trucs de super-héros, vous inquiétez pas, je trouve pas que ça occupe tant l'écran que ça. Je trouve que ce qui fait vraiment tenir la série, c'est les intrigues entre les personnages et elles sont super bien foutues. Et même les séquences de baston et tout ça, je trouve que c'est plutôt du beau boulot globalement, même si dans la saison 2 on accuse un petit coup de mou. Heureusement il y a le Punisher qui est là et les séquences avec lui sont globalement assez dingues. Même bémol que dans la saison 2, saison 1, donc j'y pense, le dernier épisode est un poil forcé, notamment dans les actions du Punisher, je dois pas trop compris pourquoi il revient comme ça un peu à la fin, bon, peu importe. Je pense pas que c'était indispensable, même si je comprends l'idée, il y avait bien des manières de rendre ça beaucoup plus intéressant. Mais sinon, c'est quand même une excellente série, hein. Probablement la meilleure série de super-héros que j'ai jamais vue, globalement. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que là je suis déjà en train de faire un truc très long sur Daredevil, donc on va enchaîner. Et on va enchaîner avec la série qui est sortie justement entre la saison 1 et la saison 2 de Daredevil, et qui a bien fait monter la hype, Jessica Jones. Jessica Jones est donc créée par Melissa Rosenberg. Melissa Rosenberg qui est donc une productrice, scénariste, qui a essentiellement bossé sur des séries comme Dexter, ce qui est plutôt pas mal, hein, même si j'ai pas l'impression qu'elle ait bossé sur les meilleures saisons de la série, mais je suis pas sûr. Elle fait des trucs que je connais pas du tout. Et je pense qu'elle est surtout connue en tant que scénario parce qu'elle a bossé sur la série Twilight, notamment, voilà,
scénarisé, je crois, la plupart des épisodes. Donc c'est pas forcément une valeur sûre. Elle a été aidée notamment dans l'écriture du scénario par Brian Michael Bendis, je crois, qui a créé le personnage de Jessica Jones et qui a donc supervisé aussi une partie du scénario de la série. Et un mec qui je connaissais pas du tout, qui s'appelle Michael Gadoils ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, je crois, je vérifie rapidement, mais donc il y a eu, comme sur la plupart de ces séries, il y a des scénaristes qui bossent par épisode, mais je vous parle essentiellement Michael Gaidos, voilà, qui avait pas fait de trucs avant, je crois. Donc voilà, et ensuite il y a eu Jenna Reback qui a essentiellement travaillé là-dessus. Donc je la nomme parce que je pense que comme elle a écrit des scénarios de 9 épisodes, on peut commencer à la nommer comme scénariste petite main qui a écrit les scénarios bout en bout et qui a été un petit peu en travail de terrain, puisqu'en général les créateurs de séries donnent des directions, écrivent un peu, mais écrivent beaucoup moins parce qu'ils gèrent un peu toute la production ainsi que la réalisation. C'est un travail très de fourmi pour essayer de rendre toute la série cohérente. Brian Michael Bendis a essentiellement été cité en scénario parce qu'il a suivi un peu la série, mais il a surtout créé le personnage. Michael Gaidos, je pense qu'il a bossé un peu à l'écriture, mais je crois qu'il a créé des personnages aussi. Donc je pense plutôt que c'est Jenna Reback qui a beaucoup écrit. Et là, pourquoi je suis aussi long sur le scénario sur Jessica Jones? Parce que la première grande qualité de Jessica Jones, c'est son scénario. Le pitch de la série est assez simple. J'avais pas forcément parlé de ce qu'était Daredevil, parce que je pense que vous le connaissiez un peu, mais Jessica Jones, peut-être vous connaissez un petit peu moins. La très bonne idée derrière la série Jessica Jones, c'est au début de la série, c'est une jeune femme qui avait des pouvoirs, donc une grande force et puis une capacité de faire des sauts contrôlés. Elle ne vole pas vraiment, mais elle a une capacité de saut hors du commun. Qui a essayé d'être une super-héroïne, et sa carrière de super-héroïne a complètement foiré le jour où elle est tombée sur un mec qui s'appelle Killgrave et qui a la capacité de vous manipuler, de vous faire ce qu'il veut en vous parlant. Et qui en a profité pour la séquestrer pendant, je crois, à peu près 1 an et abuser d'elle et l'utiliser pour ça, comme sa petite main, quoi. Et au début de la série, elle a réussi à le fuir et évidemment, elle en a été beaucoup marquée. Elle est devenue alcoolique. C'était déjà pas quelqu'un de super facile avant, mais alors là, je vous raconte pas. Donc quand la série commence, elle est détective, elle boit tout le temps, elle est bourrée du soir au matin a priori. Elle est évidemment aimable comme une porte de prison. Et évidemment, très vite dans la série, Killgrave revient dans sa vie et il veut la récupérer. Sur ce pitch très simple, donc une super-héroïne avec une super force, mais qui est confrontée à un être qui peut la manipuler, donc qui est confrontée à un être qu'elle ne peut pas contrecarrer. La série réussit un scénario très très grande qualité. La qualité numéro 1, c'est que ce fameux méchant Killgrave est d'un sadisme noir, mais noir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et la série en joue très bien. Il y a donc ce problème de base qui est comment arrêter un mec qui, avec sa parole, peut vous faire ce qu'il veut. Et comme Jessica Jones est une héroïne, bien qu'elle ne l'assume pas, elle ne veut pas ce mot, elle ne veut pas le tuer. Ce qu'elle veut, c'est réussir à l'arrêter et à le faire condamner et à que les gens sachent ce qu'il lui a fait. Et ce qu'il a fait à ses différentes victimes, puisque David Tennant, qui joue Killgrave, donc Killgrave a manipulé énormément de gens. Il fait beaucoup de mal, évidemment, avec un pouvoir pareil, puisqu'il est d'un sadisme, je le répète, horrible. Et sur cette base simple, ils ont tissé un scénario vraiment pervers, assez diabolique, qui fonctionne très, très, très bien. C'est vraiment la qualité numéro 1 de Jessica Jones, le scénario, il pète sa mère, et on a vraiment envie de suivre l'histoire à partir du moment où on arrive au bout du premier épisode, on est dedans. Et à part une toute petite mollesse aux alentours de l'épisode 10-11, parce qu'on n'est pas loin de la fin tout simplement, je trouve vraiment qu'on a 13 épisodes tendus. C'est beaucoup plus tendu que Daredevil, Jessica Jones, beaucoup plus. Parce que le body count est beaucoup plus élevé, mais pas forcément parce qu'il est élevé, mais parce qu'on est souvent confronté au sadisme et au côté sans limite des manipulations que fait Killgrave, puisqu'il peut dire aux gens de faire des choses, il peut manipuler plusieurs personnes en même temps, et c'est assez horrible. Sans compter qu'on se rend compte très vite dans la série que les gens qu'il a manipulés, quand ils sont plus sous son emprise, ils sont traumatisés, ils ont fait des choses horribles, ils ont pensé des choses horribles. C'est
vraiment très très bien utilisé et c'est une excellente écriture. Ça donne un sens de l'urgence, du danger dans la série qui est constant. Euh, et ça permet du coup à tout le casting de pouvoir se projeter dans des situations, je trouve, particulièrement vraisemblables. Et ça donne à son personnage principal aussi ce côté désarmé, alors qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est très forte. À cet endroit-là, le casting principal est très très bon. Je l'ai dit, donc je le répète, c'est David Tennant qui joue Kilgrave. David Tennant qui est essentiellement connu pour avoir joué le rôle de Doctor Who. Je le cite parce que beaucoup de gens connaissent Doctor Who. Moi, j'ai quasiment jamais regardé Doctor Who, donc franchement, j'en sais rien. Moi, je l'avais vu aussi dans, je crois, Harry Potter et la Coupe de Feu, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pas un acteur qui m'avait marqué comme ça. Mais là, il est génial. Il est génial. Il est dans une forme de, paradoxalement, de cabotinage. Mais comme le personnage qu'il est très bien écrit et qu'il est horrible, ça marche super bien. Il fait des choses dégueulasses. S'il faisait pas des choses aussi dégueulasses, à la limite, il serait un peu une caricature. Mais comme il va aussi loin, il est horrible. Et je trouve que ça fonctionne, mais à un point, c'est juste bluffant, quoi. C'est une excellente idée de casting, dans le sens, je trouve pas l'acteur formidable, mais le contraste entre les actes du personnage et le personnage, et le jeu de l'acteur, ça marche, mais à un point. On a l'impression d'être face à une caricature si on prend juste l'acteur qui joue sans savoir ce qu'il a fait. On a l'impression d'être face à une caricature de personnage de méchant de série de super-héros. Et une fois qu'on sait ce qu'il a fait, ça lui donne un côté mais horrible. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la sensation pendant toute une saison de voir un mec me dire mais ce type est juste pas possible, quoi. Et finalement, on finit par apprendre des choses sur lui, évidemment, qui l'humanise, mais ça n'enlève rien à la sensation de gêne qu'on peut avoir face à un être pareil. C'est assez incroyable. Et du coup, on est très très proche de Jessica Jones, parce qu'on se dit, nom de Dieu, elle a été manipulée par ce mec 1 an, peut-être moins 8 mois, 1 an, je sais plus exactement. Mais c'est dingue, quoi. On comprend qu'elle ait des tendances suicidaires et qu'elle soit très 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 dépressive et alcoolique après un truc pareil, quoi. C'est vraiment incroyable. Bravo à David Tennant et bravo à la créature. Hein. Je reviens sur Jenna Rybak, Melissa Rosenberg, ils ont fait un boulot, mais de toutes les séries là de The Defenders, c'est celle-là qui pète sa mère le plus en termes de scénar, en termes de vraisemblance, c'est juste excellent. Dans le rôle de Jessica Jones, on trouve Kristen Ritter, actrice que j'avais peut-être vue dans d'autres trucs, mais c'est aussi une super idée de casting, elle est super bien. Elle est vraiment super bien. Je trouve qu'elle joue particulièrement bien. On croit tout de suite à son côté déprimé, on croit tout de suite à son côté, comment dire, qui s'en fout du tout, qui emmerde le monde entier, quoi. Je trouve qu'elle est incroyablement vraie tout de suite. Et j'ai maté sa filmographie là en même temps que je vous parle, et franchement, je crois que j'ai rien vu d'autre avec elle. Je la trouve excellente. Je la trouve excellente de bout en bout. C'est un personnage très réussi. Puisque personnellement, je connaissais pas le personnage, je m'attendais pas à m'attacher au personnage. Et au final, même final, je reparlerai dans la série The Defenders, elle ajoute une part de personnalité incroyablement rafraîchissant dans les rapports entre les personnages, tout simplement. Donc bref, encore une fois, une excellente idée de casting, elle le joue très bien. On pourrait mettre le petit bémol qu'elle boit de l'alcool tout le temps. Alors tout le temps. Alors peut-être que c'est dû à son pouvoir, mais ça lui fait pas le moindre effet. Genre elle a pas le teint verdâtre, elle a même pas des grosses cernes, tu vois, pas le visage qui commence à tomber parce que putain, à boire de l'alcool comme ça, autant dire que ça tabasse assez vite la tronche. On va dire que c'est sous le coup c'est à cause de son pouvoir, mais vu qu'elle peut avoir des gueules de bois, j'y crois pas trop. Ils auraient peut-être pu un peu y aller, hein, sur le côté, parce que c'est une jolie poupée, donc ils ont pas voulu, entre guillemets, noircir un peu le personnage. Je pense que ça aurait été un petit peu... Aller jusqu'au bout de l'idée, ça aurait été de faire ça. Et ça aurait été vachement bien, d'ailleurs. Le reste du casting, on retrouve un petit peu ce que je disais sur Daredevil, c'est un casting de série télé. Tout le monde joue très bien. Que ce soit Rachel Taylor qui joue Trish Walker, donc la meilleure amie de Kristen Stewart, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte, de Jessica Jones. Elle joue très bien. Malcolm Eka Darville qui joue Malcolm Lucas, joue très bien, j'ai pas grand chose à dire. Carrie-Anne Moss qui joue le rôle de Jerry Hogarth, une avocate horrible. Ça par contre, ça fait plaisir de voir Carrie-Anne Moss dans des rôles de garce froide comme ça. Elle le joue très bien. Elle le joue vraiment très bien. C'est un personnage qui va aussi traverser un peu plusieurs séries, pas seulement
Jessica Jones, c'est une belle petite réussite, et notamment son histoire dans Jessica Jones, c'est assez classe. Je spoile pas, c'est vraiment encore une fois très bien écrit. Oui, ce personnage-là permet vraiment de pointer le fait que les histoires des personnages parallèles de la série fonctionnent vraiment bien, je trouve, globalement. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant comme ils ont réussi à bien alimenter ça. Il y a une sauce qui a pris dans cette série-là, quoi. Je pourrais citer encore évidemment Mike Colter, l'acteur qui joue Luke Cage, qui a donc eu sa série ensuite, dont je parlerai, qui joue bien, il n'y a pas de souci, et qui a une bonne position dans la série, dont je spoilerai rien, mais son rapport à Jessica est très intéressant, très complexe. Voilà, donc globalement on a un casting de série télé qui fait le boulot, quoi. On a Robin Weigert qui joue donc la compagne de Jerry Hogarth, de Carrie-Anne Moss. J'en parle juste 2 secondes pour dire que Robin Weigert, c'est l'excellente Calamity Jane de la série Deadwood, que je vous conseille de découvrir si vous l'avez jamais découvert. Deadwood, c'est formidable. Je ferai probablement un avant-film dessus, c'est vraiment très très bon. C'est une série qui n'a pas connu de fin et c'est vraiment dommage. Ouais, petite parenthèse aussi sur Colby Minifie qui joue le rôle de Robin, la voisine du dessus, je sais plus, de Jessica, qui est insupportable. C'est très très réussi. Elle est insupportable de bout en bout. Et en toute fin de série, elle finit par devenir vraisemblable, ce qui est assez, encore une fois, un petit tour de force d'écriture. Bref, casting de haute qualité. Visuellement, la série, on va dire elle n'a pas besoin d'aller très loin, donc elle est juste efficace. Mais elle trouve, elle a l'intelligence. Il y a quelques scènes de combat, notamment au corps à corps. Jessica Jones, c'est pas une karatéka. Et ils ont eu la très très bonne idée de la laisser évidemment hors de ces considérations-là, ce qui fait qu'elle a certains combats dans des personnages, notamment un combat dans son appart où il pète tout, c'est excellent, c'est très très réussi comme séquence. Il y a beaucoup moins de combats puisque ça tourne beaucoup moins autour de ça, c'est plus un jeu mental, et c'est là où la série s'éclate à fond, je pense. Mais les rares scènes, notamment cette scène de combat-là, ou quelques scènes de fusillade sont efficaces, bien faites. Mention spéciale vraiment à cette scène de combat dans l'appart, je trouve qu'il fonctionne très 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 bien en termes de... Très bien dans le sens où elle est juste dans le sens de ce qu'elle dit, les personnages qu'elle réunit et leur interaction, c'est exactement comme ça que ça devait se passer. C'est vraiment bien, c'est une très très bonne scène qui se finit en plus avec un arrêt cardiaque, c'est bien vu, quoi. C'est bluffant et bien vu. Je dirais le visuel de la série joue beaucoup sur des bleus, sur un côté comme ça fatigué, mais en même temps je pense que la série joue beaucoup sur le fait de laisser une neutralité dans la mise en scène pour que le personnage de Jessica ait constamment l'air pas à sa place et de déranger tout le monde et d'emmerder le monde. C'est son caractère. Et du coup, la série rejoint bien ça. Mais et paradoxalement, et en même temps, de manière miroir, c'est la même chose pour le personnage de Kilgrave, donc ce fameux méchant manipulateur. Il a l'air constamment de pas être à sa place et de squatter tout. De squatter les gens, la vie et machin. Donc ils se rejoignent évidemment sur ce spectrum, mais je trouve que la série l'utilise bien et avec beaucoup de sobriété. Notamment quand on voit Kilgrave avec des parents proches, c'est assez bien foutu, ça. Encore une fois, c'est une très bonne idée. Je ferai juste j'en dirai pas plus parce que je pense que il faut pas que je spoil. Et plus j'en parle, plus je risque de la spoiler, ce qui serait vraiment dommage. Petite parenthèse encore sur le générique qui est aussi excellent. Petit générique qui commence comme ça avec une sorte de musique un peu... ils ont réussi à faire un air qui fait un peu penser à un chat qui se baladerait dans la rue entre les échafaudages, et on voit de manière dessinée, filmée, dessinée, c'est plutôt bien foutu. Ils ont tapé une sorte de travail graphique sur des choses qui ont été filmées, je pense, des appartements, mais de l'extérieur bien sûr, puisque Jessica est un détective, donc elle espionnerait en quelque sorte les gens. Et il y a une sorte de petite envolée dans le générique qui joue sur un petit côté héroïque mais en même temps dramatique, et qui revient comme ça vers ce côté un peu jazz. C'est très réussi, c'est un excellent générique qui m'a marqué qu'au bout de 3 ou 4 épisodes, et au bout d'un moment je pouvais plus m'empêcher de le regarder parce que je trouvais que ça renvoyait très bien à ce côté ambigu, étrange du regard de Jessica sur le monde après avoir vécu avec Kilgrave. C'est vraiment ça que je trouve. Il y a un fond d'héroïsme en elle encore, mais en même temps elle en a trop vu, et en devenant détective aussi, elle fait les poubelles, hein, on comprend très bien, c'est son rôle. Donc elle chope essentiellement des gens pour des trucs d'adultère et des choses comme ça. Si on écoute un peu Jessica Jones, l'amour est mort, hein, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'héroïsme fini, quoi. Bref, je m'arrêterai là, je pense pas avoir grand chose à rajouter sur
Sur Jessica Jones, je vous conseille juste de la regarder. Si vous regardez aucune série de The Defenders, si vous aimez pas Daredevil, et si ça vous hérisse les super-héros, matez Jessica Jones, c'est vachement bien. C'est une excellente série, je trouve qu'elle est sous-estimée parce que malheureusement elle est au cœur d'une série de super-héros. Et en plus, j'ai trouvé avec... en étant vraiment pas d'accord que beaucoup de gens, que l'audimat avait été beaucoup plus fort pour Daredevil et Luke Cage, c'est vraiment dommage. Parce que putain, Jessica Jones, ça envoie, c'est vraiment très très bon.